Quand on travaille le chapitre sur le chômage, l'idée d'abord c'est de revenir un petit peu à nos bases de première et de se dire: «OK, déjà comment fonctionne un marché?» À partir du moment où on sait comment fonctionne un marché, on pourra en déduire le fonctionnement du marché du travail. Alors déjà, il faudrait revenir aux théories néoclassiques, qui essayaient de schématiser, hein, avec 2 courbes, de l'offre et de la demande. Rappelle-toi du coup de tes bases de première, et sur comment en fait se construit l'équilibre entre l'offre de travail et la demande de travail. Ou dans le cas de ce que tu as pu voir en première, sur la fixation d'un prix, sur l'équilibre d'un prix en fonction de la demande et de l'offre. Tu avais vu normalement qu'un marché parfaitement concurrentiel, c'est un marché, qui va répondre à 5 hypothèses, les 5 hypothèses qu'on a appelées de la concurrence pure et parfaite. La concurrence pure et parfaite, la première hypothèse, ce serait l'atomicité, la situation où on a un grand nombre de producteurs et de consommateurs, du fait que aucun en fait ne puisse avoir une influence réelle sur le prix. Une fois qu'on a ça, l'idée c'est d'essayer d'avoir un marché avec une homogénéité des produits, c'est-à-dire des produits qui sont similaires les uns les autres, qui sont identiques même, comme on pourrait le dire. Là, dans le cas du marché du travail, du coup, on parlerait des demandeurs qui seraient tous identiques. Ensuite, en troisième, comment dire, hypothèse, on pourrait donner l'idée de la transparence de l'information, qui renvoie au fait que si on veut consommer un bien, n'importe lequel, on peut avoir toutes les informations nécessaires. C'est-à-dire si on veut acheter une boîte de conserve par exemple, sur la boîte de conserve, qu'est-ce qu'on voit? Où a été produit, les aliments, où ça a été mis en conserve, les ingrédients qu'il contient et cetera. Toutes les infos, nécessaires. Ensuite, on a la libre circulation des facteurs de production. Là, c'est l'idée qu'à tout moment et sans coût, les facteurs de production, donc capital et travail, puissent se déplacer. Donc là, techniquement, par exemple, si on est sur le marché du travail, ce serait l'idée que du jour au lendemain, on puisse demander à un salarié et déplacer aussi le capital, hein, des camions, peu importe, hein, du capital en général, d'un lieu à un autre. C'est-à-dire, dans la situation, par exemple, il y a une délocalisation d'une usine. Et le dernier élément, la dernière hypothèse, c'est celle de libre entrée et sortie. C'est-à-dire, est-ce que une entreprise naissante peut entrer et sortir du marché de manière libre, instantanément, et toujours, encore une fois, sans coût. À partir du moment où on a parlé de ces 5 hypothèses, donc on a parlé de concurrence parfaite, etc., ça nous a amené de parler de défaillance de marché. Et là, l'idée en terminale, c'est de reprendre du coup cette base-là et de se dire, ok, maintenant, on essaie de penser à ce fonctionnement du marché selon les néoclassiques et de se dire comment ils vont expliquer en fait un équilibre de plein emploi. C'est-à-dire l'équilibre qu'on a étudié en première va correspondre pour les néoclassiques à un équilibre de plein emploi. L'équilibre de plein emploi ne veut pas dire non plus qu'il n'y a plus de chômage. Ce serait un chômage qui serait réduit à un petit peu moins, on pourrait dire, de 5%. C'est-à-dire une situation où en fait on a un chômage que les néoclassiques appellent frictionnel. C'est-à-dire que quand les néoclassiques parlent d'autorégulation du marché, ils vont essayer de différencier deux types de chômage. Chômage volontaire et chômage frictionnel. Le chômage volontaire, hein, comme son nom l'indique, fait référence à un certain nombre d'individus qui refusent de travailler pour un niveau de salaire, d'équilibre, hein, tout simplement. Ou un salaire minimum. Maintenant, le chômage frictionnel, c'est plutôt un chômage qui est transitoire. Un chômage transitoire, ça renvoie, si tu veux, à l'idée qu'on a un chômage de courte durée. C'est la situation où tu vas avoir un individu qui va quitter un emploi et le temps qui va être nécessaire, si tu veux, pour qu'il retrouve un second emploi ou un nouvel emploi par la suite, voilà, il va se retrouver peut-être pendant un mois ou quelques semaines en situation d'inactivité. Donc, ce qui va créer du chômage, même s'il est temporaire. Et en fait, cet équilibre de plein emploi, selon les néoclassiques, c'est cette situation où on a un chômage frictionnel. C'est là où juste on a des individus qui sont en transition d'un emploi vers un autre, mais où techniquement, il y aurait suffisamment d'emplois pour que chaque individu d'une population puisse accéder à un emploi rémunéré et légal. Maintenant qu'on a dit ça, l'idée, c'est d'arriver à faire une différence entre chômage conjoncturel et chômage structurel.
Si tu veux, dans le chapitre sur le chômage, l'idée c'est de définir bon, le chômage, après de voir plusieurs types de chômage. Le chômage conjoncturel, c'est celui qui a à voir avec l'activité économique, avec la croissance, avec des fluctuations économiques. C'est-à-dire qu'on a des fois, on le sait, hein, on voit dans les médias, etc., qu'on est dans une situation de récession ou de crise ou encore d'expansion économique. Et en fonction de ces situations-là, on va avoir plus ou moins de chômage. Quand on est en situation de crise, on a potentiellement des faillites, donc des licenciements et donc du chômage. Au contraire, en phase d'expansion, on a plutôt des situations de développement économique, de nécessité d'augmenter notre production et donc l'offre. À part le fait qu'on puisse le faire grâce à l'innovation, on peut aussi embaucher, ce qui réduit le chômage. Maintenant, le chômage conjoncturel, il est un petit peu expliqué, voilà, parce qu'il faut donner une explication quand même, par Keynes, John Maynard Keynes, qui nous explique que le chômage est expliqué par la demande anticipée. La demande anticipée des consommateurs, donc de la consommation, et de l'investissement. C'est-à-dire que si on a une situation où économique, on prend n'importe quoi, hein, une entreprise par exemple sur le marché de l'électronique, une entreprise voilà, qui se développe. Tout va bien et de mois en mois, les chiffres s'améliorent, l'entreprise a besoin de se développer, elle va être du coup dans l'optique d'anticiper l'avenir et d'anticiper des futures commandes qui sont en augmentation constante tous les mois et donc d'embaucher. Et donc dans ces cas-là, ça va permettre de réduire le chômage. Au contraire, s'il y a une situation de crise, les entreprises vont anticiper la baisse de la consommation, la baisse des commandes, et commencer à réduire le temps de travail, voire à licencier. De l'autre côté, ça marche de la même façon, hein. Les consommateurs, s'ils voient qu'on est dans une super phase d'expansion économique, que les prix diminuent, etc., si on apprenne bien, voilà, quelque chose que tu as en tête là depuis un certain moment et tu dis je l'ai repéré en magasin, allez, je veux me l'acheter. Si tu vois que toutes les semaines, voire tous les mois, le prix de ce bien-là, de ce à quoi tu penses, diminue, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas l'acheter directement ou est-ce que tu vas attendre qu'il continue de diminuer? Un agent économique rationnel va avoir tendance à attendre. Et le fait d'attendre, ça fait que tout le monde reporte ses achats, donc temporairement la demande diminue. Si la demande diminue, la production doit diminuer, l'offre diminuer, ce qui crée du chômage. Voilà un petit peu pour l'explication du chômage conjoncturel et la théorie de Keynes. Maintenant, le chômage structurel, c'est quoi? Ça a à voir, alors pas avec les fluctuations économiques cette fois-ci, mais avec un ensemble de mesures qui peuvent être prises par les institutions pour essayer de résorber le chômage. Alors, ça peut avoir, par exemple, avec le salaire minimum. C'est-à-dire que, au-delà d'essayer de réduire le chômage, bon, on est sur le programme de français, hein, donc on se base forcément sur la France, on a une volonté de l'État de permettre un niveau de vie minimum à toutes et à tous. Et pour cela, on a le salaire minimum qui permet justement d'éviter des situations d'exploitation, hein, tout simplement. Et en fixant un salaire minimum qui serait plus élevé que le salaire d'équilibre que fixeraient les néoclassiques, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir des entreprises pour qui le coût du travail va être plus élevé, parce que le salaire minimum est au-dessus du salaire d'équilibre. Du coup, ils vont peut-être avoir tendance à moins embaucher, voire pas embaucher. D'accord? Parce que du coup, ça leur réduirait les marges. Ce serait pas intéressant de développer une industrie quelle qu'elle soit si les marges sont infimes ou si ça coûte plus cher de produire que ce que ça rapporte. Ce sera absolument pas intéressant. Puis ça peut être un certain nombre aussi d'autres mesures, hein. On peut penser aussi aux cotisations et à l'allocation chômage. C'est-à-dire que quand on perd notre emploi, si on est licencié par exemple, parce que l'entreprise doit réduire son effectif, ça nous permet de recevoir voilà, un minimum pour pouvoir continuer à vivre le temps de trouver un autre emploi. Là, on est sur du chômage qui serait frictionnel, hein, comme disaient les néoclassiques. Et le problème, c'est que ces allocations chômage ont tendance à faire rentrer un certain nombre d'individus dans ce qu'on appelle la trappe à inactivité. C'est-à-dire à partir du moment où on reçoit tant, on va avoir des individus qui vont se dire bah ouais, mais je reçois tant, je fais rien, j'ai juste à passer des entretiens, à chercher du boulot. Bon, j'en trouve pas, mais moi j'ai juste à faire des entretiens et je gagne tant. Est-ce que
je vais vraiment aller travailler à temps plein, aller peut-être me casser le dos dans une usine pour gagner 200 € de plus. C'est-à-dire très peu ou voire les mêmes revenus. C'est vrai que ça se réfléchit et on a un certain nombre de personnes qui, effectivement, choisissent de rester au chômage, de ne pas faire les efforts nécessaires, en fait, pour rentrer en activité assez rapidement. Donc voilà, on a cette trappe à inactivité aussi qui crée du chômage, mais à cause du salaire minimum. C'est-à-dire que l'idée, c'est que comme on a du chômage conjoncturel, que ça fluctue énormément sur la conjoncture économique, l'État essaie d'optimiser la situation en mettant des mesures pour que les impacts d'une crise, par exemple, soient les plus minimes possibles. Mais le problème, c'est que voilà, on a un peu un effet boule de neige, on a des éléments qu'on appelle vicieux, hein, comme la trappe à inactivité, qui fait que voilà, on a toujours une situation de chômage qui est très compliqué à résorber, hein. On ne peut pas avoir 0% de chômage, c'est très compliqué concrètement. C'est pour ça que les néoclassiques parlent de ce chômage frictionnel, de cet équilibre où on a quand même moins de 5%, je vais y arriver, 50% ça ferait trop, mais de 5% de chômage, et qui serait une situation voilà, assez favorable par rapport au taux de chômage qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Voilà, je m'arrête là sur le chapitre sur le chômage, je ne vais pas tout faire d'un coup en une vidéo, ce serait peut-être trop long, mais voilà, si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu veux que je fasse une petite vidéo sur un autre point de ce chapitre-là ou sur un autre, n'hésite pas non plus, c'est fait pour, ça te servira de révision, ça sera peut-être plus sympa pour toi que d'avoir un certain nombre de fiches et peut-être des dossiers de 40 pages ou voire plus à réviser. Et puis voilà, j'espère que ça t'aidera.